Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast a été réalisé grâce à l'entreprise familiale Léa Nature qui élabore depuis 1996 des cosmétiques bio et naturels d'exception avec des marques de beauté engagées comme Eau Thermale Jonzac, la cosmétique bio à l'eau thermale vendue en para, pharmacie et magasin bio, ou Sobioéthique, l'incroyable marque aux actifs bio précieux, vendue en grande et moyenne surface, des musts à découvrir. Mille merci à notre partenaire Léa Nature. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Si je dis sorcière, encore beaucoup de personnes pensent balai, chapeau pointu, nez crochu. Aujourd'hui, on va dépoussiérer ces vieilles images. La sorcière de 2020 prend le métro, elle s'habille comme tout le monde, mais ce n'est pas parce qu'elle se fond dans la masse qu'elle se cache. Au contraire, elle s'assume avec audace, même parfois avec colère. La sorcière est le symbole de la persécution des femmes. Elle est aussi la figure de leur réveil et de leur rébellion. Elle incarne la liberté, la lumière et la transformation. Notre invitée du jour en est une. Autrice du livre Sortir des bois aux éditions Tana, elle veut un monde plus féminin, écologique et profondément libre. Et c'est par la magie qu'elle compte réveiller les consciences. Aujourd'hui, nous allons imaginer le monde de demain qui commence en nous. Nous discuterons de spiritualité et de rituels magiques, mais surtout nous parlerons de révolution intérieure et d'action. J'ai le plaisir d'accueillir Odile Chabriac. Bonjour Odile. Bonjour Anne, merci, c'est déjà magnifique ce que j'entends. Écoute, c'est vraiment un plaisir de te retrouver ici. On se le disait hors antenne, ça fait longtemps que nous ne sommes pas parlé et je suis vraiment toute joyeuse de pouvoir t'entendre et faire entendre ta voix aux auditrices et aux auditeurs de Métamorphose. Alors, cette première question, tu démarres ton livre avec ce double constat. Nous sommes au milieu du gué et le monde n'est plus tel qu'il était. Ben, c'est vraiment mon ressenti, c'est-à-dire moi j'ai commencé à écrire ce livre parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était pas complètement terminé dans le livre précédent, donc dans Âme de sorcière. Je pense que plein de gens avaient déjà senti la dimension politique d'Âme de sorcière, mais j'avais envie d'être plus explicite et c'est vrai que c'était la première idée, c'était ça, c'était dire comment on peut utiliser de ce pouvoir, mais qui est notre pouvoir du dedans, comment on peut l'utiliser pour contribuer au collectif. Et voilà qu'arrive au fur et à mesure de l'écriture ce coronavirus, ce confinement, tout ça. Et là, c'est vraiment venu me confirmer, en tout cas dans mon intuition, que le monde était en train de basculer. Et en tout cas que cette bascule alors je dirais pas du tout que je l'avais anticipé, même si je l'avais anticipé sur des tas de choses et on pourra en parler, mais qui était mon hypothèse de départ dès que j'ai écrit Âme de sorcière, c'est-à-dire ce monde qui s'est mis en place à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, et qui a brûlé les sorcières parce que ces femmes dérangeaient pour la mise en place de ce monde que j'appellerais moi patriarcal, capitaliste, pseudo-progressiste, etc. Moi, je pense qu'on est à la fin de cette histoire-là, que cette fin peut durer quelques siècles. Hein, j'ai aucune prétention que ça va durer 5 ans. Et donc, qu'il y a quelque chose à apprendre de cette période et de ces femmes, les sorcières. Alors justement, qu'est-ce qu'une sorcière aujourd'hui, Odile, ce mot qui sent le soufre, comme tu dis, et qui a toujours cet effet de détonateur, dis-tu également? Une sorcière, pour moi, et d'ailleurs c'est pas on est nombreuses à partager cette définition. J'ai dû la prendre à droite, à gauche, la malaxer, la transformer, me l'approprier, mais j'ai aucune prétention d'avoir inventé ce mot-là. C'est une femme de pouvoir, mais le problème, c'est que dans notre monde, on a l'habitude de voir le pouvoir comme prendre le pouvoir sur, alors que tout l'enjeu de la sorcière et de la magie et de tout ça, c'est vraiment de se connecter à son propre pouvoir pour pouvoir l'irradier et pouvoir être agent de métamorphose. Est-ce que finalement, être une sorcière, c'est pas tout simplement être une femme, sauf qu'on a besoin de ce mot pour pouvoir le dire aujourd'hui?
Oui et non. Je vais te répondre dans les deux sens. C'est-à-dire, il n'y a aucun doute, et je le dis et je le répète, et je m'élève un peu contre toute cette image romantique de la sorcière. C'est-à-dire qu'on a tué les sorcières parce qu'elles étaient des femmes, point final, et on a mis le mot sorcière a posteriori pour justifier ce crime. Et moi, en fait, j'ai envie que mon travail ou que mes mots soient là pour honorer ces femmes qui n'avaient finalement rien fait sinon d'être des femmes. Mais après, j'ai aussi envie d'aller plus loin que la femme, c'est-à-dire j'ai aussi envie d'inclure le masculin et d'inviter les hommes dans cette possibilité de la sorcière, alors qu'on appellera sorcier pour eux si on veut. Mais voilà, j'ai pas envie que qu'on soit réduit à ce mot femme. Néanmoins, ma croyance est que dans toute femme, il y a une sorcière qui s'ignore. C'est ça. Est-ce que nous sommes bien les héritières des sorcières que l'on a tuées? Je n'ai aucun doute là-dessus. Et je pense que nos comportements aujourd'hui, alors là, pour le coup de femmes et de citoyennes, sont encore entachés de cette peur collective qui est qu'on va pas oser faire certaines choses dans le domaine public, sur la place publique, comme je le dis, parce qu'on va juste avoir peur qu'on nous brûle, nous coupe la tête, etc. Donc, oui, nous sommes les héritières de ces sorcières, et il y en a qui le revendiquent dans les manifs, et j'adore ça. Néanmoins, j'ai aussi envie, et j'avais vu ça dans un reportage sur l'esclavage sur Arte, où un homme terminait ça, un homme noir américain, en disant « Je suis à la fois l'héritier des esclaves et de leurs bourreaux ». Et je pense que nous sommes aussi les héritières des sorcières et de leurs bourreaux. Et que voilà, encore aujourd'hui, on va faire silence ou collaborer sur des espaces qui sont pas forcément OK, et voilà, et qui seront nos zones d'ombre à nous. Je sais pas si je suis claire, mais pour moi c'est vraiment important de pas considérer que nous c'est bien, eux c'est mal. Non, on est les héritières de tout un temps, de tout un processus, et que de toute façon, si on s'est pas élevé contre, c'est qu'à notre manière on a collaboré. D'ailleurs, tu dis qu'il faut qu'on sorte de cette vision binaire du monde qui est aussi, toi qui es psy d'inspiration jungienne, hein, tu dis la première étape de notre liberté consiste à se libérer de l'idée qu'il existe une bonne et une mauvaise manière d'agir. C'est un peu ce que tu disais là. Exactement, sortir absolument de cette dichotomie du bien et du mal, ce qui de ces films à l'américaine où il y a les héros positifs et les héros négatifs. Et où, enfin, la religion a beaucoup transmis aussi ce système de croyance où, voilà, c'est bien ou c'est mal. Genre, on ira en enfer ou en paradis. Et moi, je pense que et l'enfer et le paradis sont au cœur de nous, à l'intérieur de nous, et que tout ce travail d'alchimisation, de transformation, c'est aussi oser regarder notre ombre et regarder et l'ombre de l'autre aussi, et voir qu'on peut aimer l'autre avec son ombre et même pas malgré son ombre. C'est aussi accepter notre complexité. Pour toi, c'est une des clés pour notre liberté? C'est essentiel. C'est assez complexe également à transmettre, parce que c'est beaucoup de philosophes qui se sont penchés là-dessus. Mais moi, le sentiment que j'ai, mais je sais pas, peut-être que je suis bizarre, hein, mais que d'être complètement un kaléidoscope à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, j'explique souvent à mes élèves, puisque j'enseigne aussi la psychothérapie, et je leur explique que on a le droit de rire à un enterrement, parce que quelque part, on peut être et dans la tristesse, et dans je célèbre la vie, et que ce paradoxe-là, quoi, cette espèce de mosaïque intérieure faite de tout un ensemble de sentiments, d'émotions, de croyances et tout ça, c'est nous. Et vraiment, juste l'enjeu, il est peut-être d'arriver à marcher sur le fil de toute cette complexité, et aussi de sortir de l'illusion que c'est simple, par exemple de comprendre les autres, que c'est voilà quoi. Moi, c'est vraiment très important cette notion de complexité. Ça nous force à sortir d'une pensée simpliste. Or, on vit dans un monde où la pensée simpliste, parce qu'il y a une histoire, faut aller vite, etc., est extrêmement valorisée. Et non, quoi. Le monde est complexe, la vie est complexe.
C'est sûr. Alors cette crise sanitaire, justement, qu'est-ce qu'elle peut nous révéler sur nous-mêmes? Est-ce qu'elle nous aide à quelque part être accélérateur de destin par rapport à cette complexité? Alors oui, t'as dit le mot, quoi. Pour moi, cette crise sanitaire, c'est d'abord un accélérateur de karma. Et avec, mais symboliquement, ce côté on a tous été remis dans un espace matriciel, comme si on retournait dans le ventre de notre mère. Et là, il y a un côté extrêmement catalyseur. Après, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend aussi des jolies choses, parce que je dis pas que c'est simple, et je dis pas que ça a été simple pour tout le monde, et je dis pas que ça le sera encore. Ça nous apprend qu'on est fragile. Ça nous apprend la vulnérabilité, et moi je trouve que c'est vraiment une prise de conscience essentielle, sortir de l'illusion de toute puissance, sortir de la croyance que la technologie, la modernité vont nous tirer d'affaire en toutes circonstances. Bah des fois non, et des fois on est obligé de revenir, à tort ou à raison, c'est pas la question, sur une technique du Moyen-Âge. Le confinement, ça date du Moyen-Âge. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, et qui pour la sorcière en moi est assez jubilatoire, pareil, avec la difficulté que ça a représenté, c'est que ça nous remet en lien avec la mort. Or, on vit dans un espace où on est dans une forme collectivement, et je m'inclus, de déni de la mort. C'est-à-dire, quelque part, la mort n'existe pas, on va mettre les cimetières loin des villes, on va mettre les funérariums loin des villes, etc. Et de revivre avec la mort au quotidien, à la fois, dans un premier temps, c'est très anxiogène, parce que, donc finalement, ça existe toujours, ce truc. Et en même temps, ça fait que tout d'un coup, cette crise sanitaire devient, pour moi, une véritable initiation. Il y a quelque chose d'initiatique, puisque l'initiation même dans ça, quoi. On a lu Christiane Singer, l'initiation dans sa nature même, et justement ce jeu qu'on appelle l'ordalie, hein, qui est la confrontation avec le symbole de la mort. Donc là, des fois, ça dépasse le symbole, et il y a vraiment, et toute ma tendresse et toute mon empathie et tout ce chemin qui peut être difficile, quoi, qui est aussi un deuil individuel et collectif, mais néanmoins, pour moi, ça ne peut être qu'initiatique de temps en temps de se retrouver confronté à la figure de la grande faucheuse. Bien sûr. Est-ce que ça permet justement à la sorcière de sortir encore plus du bois cette période, et comment? Alors, je ne sais pas si cette période... Parce que c'est le titre de ton livre. Non, mais je suis bien d'accord. Mais c'est le titre depuis le début, et j'aime beaucoup ce titre. Et justement, en fait, moi, j'ai écrit ce livre parce que je me rebelle, je mets des guillemets et beaucoup de sourires, mais contre le terme de féminin sacré que plein de gens m'ont mis sur le dos. Et terme dans lequel je peux me reconnaître en partie, avec un commencement et une fin, on va dire, mais que je trouve un peu réducteur, et j'avais un peu le sentiment qu'à défaut de hochet, on me donnait des bâtons de sauge et on me disait, allez, va dans les bois, faites vos rituels, vous allez déranger personne. Et moi, déranger personne, ça me gêne. Donc, enfin, en tout cas, laisser l'ordre du monde tel qu'il est, ça me dérange. Et puis on était invités aussi à aller dans les bois, vivre la femme sauvage, très initiée par notre américaine Clarissa. Exactement. Aussi. Donc c'était un clin d'œil aussi à ce livre. Oui, tout à fait. Femme qui court avec les loups. Mais donc je revendique ce côté de femme sauvage. Je revendique d'aller dans les bois. Je suis vraiment une solitaire. Moi, le bois est mon territoire, il n'y a pas de doute. Mais néanmoins, je revendique aussi, et je souhaite, et presque j'exige, d'avoir une action sur le collectif. Et que les femmes osent se positionner comme actrices au milieu du collectif. Alors, c'était assez incompatible avec les bois, et voilà, quoi. Moi, mon projet par rapport à ce livre, c'était de dire, mais faites-vous entendre, prenez votre place, sentez-vous légitime, arrêtez de vous mettre tellement au service de votre famille que vous devez être rentré à 8 heures du soir et qu'on peut pas vous retrouver dans les réunions publiques, etc., quoi, les choses où du collectif se passe. Donc ça, c'était le truc de départ, sauf que écrire sortir du bois quand tout le monde est invité à rentrer chez soi ou à respecter des gestes barrières, etc., il y a quelque chose qui est un peu paradoxal, mais comme j'assume le paradoxe, j'ai pas de problème. Et néanmoins, ça change pas. C'est-à-dire que on peut sortir du bois dans l'intention sans forcément battre le pavé.
on peut sortir du bois en disant je ne suis pas d'accord de 1000 manières. Et peut-être qu'aussi, finalement, tout ça va nous apprendre à faire preuve d'imagination, à utiliser les réseaux sociaux, à quoi. Voilà, l'immense paradoxe de ce confinement, c'est qu'on n'a jamais été aussi recroquevillé sur des cellules familiales, amicales, etc. Et pourtant, en tout cas de mon expérience et de celle de beaucoup de gens que je connais, tellement en lien avec les autres et tellement en lien avec le collectif. Donc, on peut sortir du bois partout. Partout. Il y a un autre sujet que tu abordes dans le livre et qui est lié à ce que tu viens de dire, c'est la peur de la colère des femmes. Tu disais battre le pavé. Et toi, tu dis, et tu l'assumes, tu dis, je suis une femme en colère, c'est-à-dire malgré tout mon travail et mes années de psychothérapie, etc. Et la sagesse aussi venant un peu plus, évidemment, quand on prend de l'âge, comme c'est notre cas. Et tu dis, j'assume, je suis toujours en colère. Ah, mais je suis toujours très en colère. Mais non, mais pour moi, mais jamais le travail sur moi n'a été destiné à éteindre ma colère. Le travail éventuellement peut être destiné à la canaliser, à faire que je ne retourne pas cette colère contre moi-même. À la comprendre. Oui, à la comprendre, à la cadrer éventuellement et à pas l'envoyer à la mauvaise personne, parce que ça peut arriver avec la colère. Mais néanmoins, moi j'ai coutume de donner un chiffre. Alors je l'ai pas mis dans le livre parce que je suis pas je suis sûre de mon chiffre, mais n'ayant pas la source, etc. Mais par exemple, donc les femmes fournissent entre 55 et 60% du travail mondial. Donc ça, c'est des chiffres de l'Organisation mondiale du travail. Et les femmes possèdent 4% de la propriété mondiale. Et comme alors moi, tu me dis juste ce chiffre, mais moi je saute en l'air, quoi. Et parce que ça veut dire plein de choses. La question, c'est pas juste la propriété. La question, c'est tout ce qui est attaché à cette propriété, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire la capacité à avoir un espace pour se protéger, pour s'instruire, etc. Et donc, oui, moi, je trouve qu'on vit dans un monde profondément injuste. Nous avons la chance de vivre en Europe occidentale où les choses s'améliorent. N'empêche qu'il y avait un très bon article, c'était une vidéo dans Le Monde très récemment qui expliquait que pourquoi, avec les années, les femmes avaient été de plus en plus pauvres. Donc, et on parlait en termes de patrimoine. Donc, non, moi je suis pas d'accord. Et même cette question que je sais que tu me poses de manière pour me donner la parole par rapport à ça, mais moi en fait j'ai envie de la poser dans l'autre sens. C'est de dire mais comment peut-on ne pas être en colère? Comment peut-on et je parle, on va dire côté féminin, mais je comprends tellement que toutes les autres minorités aient juste envie de se rebeller. Parce que à côté de ça, je suis consciente, et probablement pas totalement, mais en partie en tout cas, des énormes privilèges dont je jouis. Donc oui, mais là où c'est intéressant au-delà de ça, c'est aussi que cette colère des femmes a été un tabou, et toujours un tabou, hein. Il y a toujours un côté un petit peu hystérique derrière la colère des femmes et quelque chose, on va chercher à la ridiculiser, quoi. C'est ça, c'était le sens de ma question, ouais. Sur pourquoi la société a-t-elle peur de la colère des femmes? Parce que je pense que même derrière la colère, la société a peur de la puissance des femmes. Et cette question qui est valable sur la colère, elle peut être valable sur la sexualité. Je pense que les femmes sont riches de plein de potentiel, de beaucoup de courage aussi. Et qu'est-ce qui va se passer si on laisse les femmes exprimer leur plein potentiel à tous les niveaux? Et on voit, c'est dans le bouquin, je crois que c'est dans Beauté fatale de Mona Chollet, où elle dit, et effectivement, je l'avais jamais vu comme ça. En disant, mais vous imaginez un petit peu le traumatisme pour les hommes quand ils ont vu arriver des milliers de femmes sur le marché du travail. Et là, moi, je le mets un peu en parallèle de ça. Et effectivement, puisque maintenant on voit, et on en est qu'au début de l'histoire,
des femmes à tous les postes de responsabilité qui s'en sortent très bien, et des femmes dans les universités, et des femmes, quoi. Voilà, je veux dire, quelque part. Et je pense que par rapport à la puissance des femmes, il y a la même chose. Se dire, mais en fait, si un jour on les laisse exprimer leur plein potentiel, et la colère pouvant être un véhicule de ce potentiel, mais pas seulement, qu'est-ce qui va se passer, quoi? On va jamais réussir à les arrêter. C'est ça. Elles font peur. Ah oui. Justement, tu parlais du courage et tu commences un de tes chapitres par cette citation: c'est en travaillant la vulnérabilité du corps humain qu'on découvre le courage. Dans La Voix du guerrier, dans Shambhala. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je crois que le courage n'est pas une posture, n'est pas un costume qu'on endosse, mais beaucoup plus quelque chose qu'on va trouver à l'intérieur de soi après avoir traversé des couches et des couches de notre vulnérabilité, de nos larmes, de nos peurs, c'est pas en se racontant des histoires. Ce que je veux dire, c'est que le courage, c'est pas quelque chose de l'ego, mais c'est plus quelque chose de la profondeur. Moi, je pense que j'ai accédé en partie, et j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais à mon courage en marchant sur le chemin de Saint-Jacques, où, pour le coup, quelque part, on est aussi complètement vulnérable. On a ce qu'on possède juste sur soi, toute seule au milieu des bois, et la première chose, moi, quand j'avais eu l'idée de faire le chemin de Saint-Jacques, la première chose sur laquelle je m'étais interrogée, c'était la sécurité. C'est quoi d'être une femme seule sur le chemin, etc. Et finalement, en dépassant petit à petit mes a priori, mes peurs et tout ça, mais en étant lucide dessus, c'est pas en disant je suis la plus forte, même pas mal, ouais, je vais y aller, je vais tous leur. Non, en étant consciente, et puis parfois en versant les larmes, et parfois en cherchant du soutien, et parfois. Et donc, progressivement, petit à petit, ça m'a donné une puissance incroyable. Maintenant, je suis revenue du chemin de Saint-Jacques en disant, mais en fait, il peut plus rien m'arriver. Je prends mon sac à dos et je m'en vais. Donc voilà, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre de la douceur dans le courage, de la ténacité, de l'engagement, que je montre au monde, quoi. C'est aussi entendre que la peur est enseignante. Bien sûr, mais pour moi, le courage et la peur sont pas opposés. On n'est pas courageux contre la peur, on est courageux avec sa peur. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ce que j'entends quand tu parles du courage. Oui. Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner, justement, la peur? Que la vie, c'est à la fois précieux, fragile, et que la vie nécessite notre engagement et notre lucidité. Moi, je respecte beaucoup la peur. J'avais écrit un article il y a pas mal de temps sur mon blog qui disait « Oui, j'ai la trouille, pas vous ». Et pour moi, c'est une qualité d'adulte, la peur. Les enfants peuvent avoir peur, mais de faire malgré la peur. C'est-à-dire, c'est la capacité de regarder le paysage, de regarder la réalité du monde. Il y a quelque chose de beaucoup de la sorcière dans la peur. C'est renoncer à ses illusions, à une partie de nos illusions, renoncer à nos lunettes roses qui veulent nous faire croire que cette forme de déni ou mais tout va bien se passer. En fait, on n'en sait rien. Et pour moi, quand je dis, pour moi, la sorcière est celle qui dit le roi est nu. Pour moi, c'est ça la peur, de vivre avec la peur. C'est d'accepter de dire ok, peut-être que je pourrais pas grand-chose, peut-être que je pourrais pas faire une énorme différence dans ce monde de fous, et parfois j'ai peur. Il y a quelque temps, je me suis réveillée une nuit, il était 3h du mat, et il faisait quoi? On était en septembre, il faisait super chaud, j'ai fait ah ouais, donc on y est, quoi, vraiment on y est. Et il y avait de la peur là-dedans, mais quelque part ça change rien. Quelque part, ok, je ferai ma part. J'ai coutume de dire il faut danser sur le Titanic, quoi, voilà, et faire notre part. On fait ce qu'on peut, on verra bien. On verra bien. Tu organises des cercles de femmes sages de plus de 45 ans. Oui. Et les femmes aujourd'hui vivent toujours quand même un diktat de l'apparence. Comment se libérer de cette injonction? Alors tu conseilles de lire ce livre aussi assez méconnu de Simone de Beauvoir, Les belles images, où on parle, et tu parles aussi de cette espèce de film publicitaire qu'on se fait de notre vie. J'adore ce livre.
Je voulais le mettre en scène il y a des années. Moi, j'ai fait du théâtre il y a très longtemps et j'aurais aimé le mettre en scène parce que c'est toute cette dichotomie entre l'histoire qu'on se raconte sur notre vie et notre vie réelle. Et j'ai l'impression que dans une certaine mesure, l'injonction n'a fait que se majorer avec les années. Et avec alors les réseaux sociaux, je trouve ça vraiment intéressant. Ça peut être, et j'en ai parlé, quelque chose qui peut nous donner du pouvoir, qui peut nous réunir, qui peut nous donner moyen de poser une parole sur la place publique. Mais ça peut aussi être une contrainte et ça peut aussi devenir une dictate de l'apparence et d'essayer de faire croire aux autres, regardez la vie formidable que j'ai. Et ça va aussi majorer cette pression sur les femmes. Moi, j'ai toujours du mal quand une amie ou quelqu'un que je connais poste une photo où cette personne est ravissante, là-dessus, c'est pas la discussion, et que les gens vont trouver que à dire que t'es belle, que t'es belle, que t'es belle, et je me dis mais donc c'est vrai. Alors que quand un homme poste une photo, on dit rarement t'es beau, quoi. Et comme si on allait assez rapidement réduire la femme à son à sa représentation, et je trouve c'est c'est très très puissant. Nous sommes des adultes, c'est-à-dire qu'on a vécu sans. On s'est construite sans ce miroir-là. Moi qui élève 3 adolescentes, je vois bien à quel point cet effet miroir, ils sont en train de grandir en se construisant sans arrêt avec ces images qui les assaillent en permanence. Ah mais tout à fait, c'est virtuose et alors moi j'ai des enfants mais qui sont des jeunes adultes maintenant et puis qui alors pour le coup sont pas du tout moins accros que moi, j'ai envie de dire, aux réseaux sociaux. Donc ça leur est passé à côté. Je ne sais pas pour quelle raison, mais effectivement, tu dirais tant mieux pour eux peut-être. Ah non mais clairement. En tout cas, si je veux qu'ils aient une information sur ma vie, faut pas que je passe par ce média-là parce qu'ils l'auront trop tard. Mais néanmoins, oui, et ça sur les jeunes filles, sur les femmes, c'est extrêmement entravant. Je sais pas si le terme existe, mais rien que je sais pas si tu avais eu cette information, mais il y a des années, Obama expliquait qu'il utilisait toujours, il avait 2 costumes, deux couleurs de costumes, des marrons et des bleus marines, parce que comme ça, le matin, il se posait pas la question, il en mettait un matin un marron, un matin un bleu marine, et le lendemain, il switchait, et comme ça, tout le monde était au courant de comment il devait s'habiller. Et mais quelque part, pour moi, ça occupe tellement de temps dans la tête des femmes, cette histoire d'apparence, que c'est comme s'il y avait moins de temps disponible pour faire pareil, de la philosophie, de la politique, de la mécanique, de l'économie, de la finance, ce qu'on veut. Là-dessus, j'ai de conseils à donner à personne. Mais ce que je veux dire, c'est que ça occupe beaucoup d'espace. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une conformité collective qui est super dur à gérer et qui est, tu parlais des cercles de femmes sages, et qui est aussi impactante quand on vieillit, parce qu'on est quand même en train de se dire à quoi je renonce pas, qu'est-ce que je veux faire croire de moi. Je trouve que c'est énorme ce truc-là. Je l'ai pas résolu, mais en tout cas, moi je dis toujours, j'ai les questions, j'ai pas les réponses, mais en tout cas ça. Après, j'écoute les personnes, et d'ailleurs Mona Cholet dans Beauté Fatale en parle aussi beaucoup, mais c'est quand même super interrogeant. Pourquoi on a tellement mis la pression sur les femmes pour cette histoire d'apparence physique, beaucoup moins sur les hommes, alors que, on va dire, dans des tas d'autres espèces animales, c'est le mâle qui est responsable de susciter le désir et tout ça. Pourquoi nous, au XXe siècle et au XXIe siècle, mais pourquoi on a loupé le coche, je ne sais pas. Oui, d'ailleurs, tu dis que dans ces cercles, c'est des choses qu'on peut entendre, effectivement. Suis-je encore désirable autour de la ménopause? Est-ce que la société, quelque part, veut encore de moi? Les hommes me regardent moins. Qu'est-ce que je vais devenir? Exactement, je suis transparente. Ah ouais, mais en même temps, de déposer ça au milieu des autres, bon, je sais que tu connais les cercles de femmes, et de voir qu'on vit des choses qui vont faire résonance les unes les autres, et au-delà de ça, de voir que on perd des choses,
ou en tout cas on perd des choses qui nous constituaient, qui nous valorisaient, etc. Et que c'est une deuil et c'est une perte, c'est un deuil et c'est une perte et c'est ok. Mais qu'on gagne aussi d'autres choses, qui est qu'à partir du moment où on sort de cette forme de compétition, de difficulté de la séduction, on peut inventer d'autres moyens de relationner, que ce soit avec les femmes et bien sûr que ce soit avec les hommes, dans des nouveaux rapports de liens et qui peuvent être des rapports de liens amoureux et de tendresse et de tout ce qu'on veut. D'ailleurs, tu parles aussi de la sexualité des femmes et j'aimerais bien qu'on en parle. Je discutais avec le maître tantrique Daniel Audier, qui est aussi essayiste et qui a écrit sur un certain nombre de sujets, le tantrisme cachemérien. Et il disait qu'il voyait quand même beaucoup de femmes au-delà de 50 ans qui se révélaient dans leur sexualité au moment de la ménopause ou après, bien après, et il y avait encore peu de choses sur ce sujet-là. Qui restait tabou. Mais exact, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et je suis tellement d'accord, parce que les femmes, à partir du moment où elles doivent moins gérer les enfants, moins gérer l'organisation de la maison, que, on va dire, il y a une forme de stabilité sociale qui s'est installée, tout d'un coup, il y a de l'espace psychique et donc aussi physique qui elles vont partir à la découverte d'autres choses et en particulier, elles vont partir à la découverte d'elles-mêmes. Et de tout leur potentiel, et ça peut concerner effectivement la sexualité comme la magie, comme des tas de choses. Et ben oui, c'est formidable. Et mais c'est toujours cette histoire du clitoris qui a été modélisé en 2009, quoi. En fait, oui, c'est ça, on sait, mais c'est juste ahurissant. Donc en fait, on n'a jamais voulu se poser cette question-là, collectivement, je parle. Donc il n'y a jamais eu de récit sur la question de enfin, je parle en Occident, etc. Mais sur le potentiel de puissance sexuelle de la femme et voire même de la femme dite mature. Et donc là, tout d'un coup, c'est comme si on réapprenait l'alphabet. Mais voilà, c'est formidable parce que ça laisse un champ énorme et puis en plus ça laisse beaucoup d'espoir. Genre, je suis pas bonne à jeter sous prétexte que j'ai dépassé la date limite de péremption que la société a voulu me mettre sur le dos. Mais ça donne aussi une responsabilité dans le sens de inventer de nouveaux récits. Pour moi, c'est super important que mais c'est des récits, ça peut être des films, ça peut être des romans, ça peut être des livres érotiques, ça peut être n'importe quoi. Mais que une jeune fille qui a 30 ans puisse entendre et puisse rêver sur « Ah, mais quand je serai une femme plus mature, j'aurai le potentiel de ça ». Et ça, pour moi, c'est quelque part la responsabilité des femmes d'aujourd'hui, peut-être des hommes aussi, hein, là-dessus, c'est aussi une alliance, mais d'oser dire mais non, quoi, on n'est pas bonne à jeter, et en tout cas, osez partir à la découverte de vous-même et vous verrez bien ce que vous trouverez. Et en termes de sexualité inclus, bien sûr. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a aussi besoin de ce récit, de repenser la sexualité. Tu cites Maya Mazoret, évidemment, dans ton livre. Mona Chollet aussi, tu en as parlé, mais sur ces sujets-là qui va de manière assez cash et qui libère cette parole et ces tabous autour de la sexualité. Toi, tu parles de ce fameux orgasme gap qui existe toujours entre l'homme et la femme, et les chiffres évoluent peu, hein, tu dis. Ah, tout à fait. Alors, l'orgasme gap, c'est effectivement qu'au cours d'une relation sexuelle, il y a 95% des hommes ont un orgasme et les femmes, je sais plus combien, mais enfin, c'est les 2/3 à peu près. Voilà. Mais parce que, toujours pour la même raison, on vit dans un monde patriarcal qui s'est construit pour faire jouir l'homme, pour dire simple, sur la sexualité masculine. Donc, pour que tous les modèles sociaux, familiaux, de couple et tout coïncide avec ce qui va faire jouir l'homme, et quelque part, la femme, elle s'est mise au bon service de ce projet-là. Alors, c'est la même chose, on est victime et complice à la fois, c'est-à-dire que si ce modèle, il a duré si longtemps que ça, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que les femmes, elles y ont trouvé forcément quelque chose. Moi, je pars du principe qu'un modèle qui pérennise, c'est que les deux, les deux protagonistes, voire davantage, y ont un intérêt. Donc, aujourd'hui, la question, c'est comment on fait ? Alors,
j'ai l'impression que ce modèle se pérennise pas tout à fait, dans le sens où le couple est très remis en question, où je vis dans une ville où les taux de divorce, donc à Paris, où les taux de divorce sont colossaux, je crois que c'est 60-70% des mariages, où on étudie avec mes élèves les taux d'infidélité. Alors, et je les ai recheckés dimanche soir parce qu'on faisait grand débat et grosso modo, les 2/3 des hommes sont infidèles à peu près. Enfin, plus on vieillit, plus ça augmente. Et les femmes sont en train de rattraper leur retard. Je mets des guillemets à tout ça. Moi, il y a zéro jugement. Je prends juste acte. Non, mais tu prends, je prends stats, acte oui. exactement de ce que la société vit et qui dit, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas dans ce modèle-là. Est-ce qu'on peut ensemble y réfléchir? Est-ce qu'on peut déjà en parler? Parce que effectivement, hormis celle, et j'adore Maya Mazoret, moi, je suis une fan, mais il y a pas tant de gens et il y a pas tant de femmes qui prennent la parole collectivement et qui disent, mais vous savez, les filles, le fantasme du siècle, c'est peut-être pas de se marier, d'avoir plein d'enfants. Et moi, je vois très bien, parce que moi, je vois les patientes que j'accompagne, la case prince charmant, elles ont toutes envie d'y passer. Et puis après, c'est tout un... Alors, pourquoi pas? Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, voilà. Pourquoi pas? C'est un processus de maturité, mais bon... Voilà quoi. En tout cas, c'est la même chose. C'est est-ce qu'on peut questionner ces modèles-là? Est-ce que c'est possible? Et puis aussi renoncer aux stéréotypes de la sexualité comme ciment du couple. Ah mais exactement, ça c'est Kaufman. De Kaufman, oui. Voilà. Mais essentiel. Mais bien sûr, est-ce que un couple, ça peut pas être deux partenaires qui sont reliés par un projet de vie commun, une entreprise commune, un challenge politique commun? J'en sais rien. Mais en tout cas, si on utilise comme aujourd'hui, c'est juste la sexualité est considérée comme la structure de base du couple, c'est assez mal barré pour les 30 années à venir. C'est ça. Alors dans ton livre, tu parles aussi évidemment longuement de sortir de la compétition et de vivre en union avec les autres, en sororité. J'aime bien, tu dis, à se donner la main dans le noir, c'est très joliment dit. Et tu dis, un être évolué, admirable, n'est pas celui qui a distancé les autres de mille et une manières, mais bien celui qui a mis ses talents au service de l'intérêt supérieur commun. Moi, je crois que c'est quelque chose qui vient en vieillissant, c'est-à-dire que il y a le temps de l'ego, et j'ai pas de problème avec ça. Qu'à 20 ans, on mette son énergie au service de son ambition. Il y a forcément quelque chose à construire de l'ordre de la reconnaissance. Voilà, avec modération, on va dire. Mais en tout cas, il y a un moment où, effectivement, finalement, si c'est pour délivrer un message, que ce soit toi ou que ce soit moi qui le délivre, en soi, du moment que le message est délivré, c'est formidable, quoi. Donc, effectivement, moi, j'attends plus maintenant, mais je suis convaincue qu'on va vers ça. Je suis quelqu'un de très optimiste, mais je suis convaincue que, justement, toutes ces crises successives dans lesquelles on va rentrer, économiques, financières et tout ça, vont nous obliger à intégrer l'autre dans notre pensée et les autres, et de rentrer dans une ère de coopération. En tout cas, c'est ce que j'appelle de mes vœux. Et la femme, quelle est sa place justement dans cet écoféminisme, puisqu'on en parle aussi, et c'était comme ça qu'on s'était rencontrés aussi à l'époque, le lien entre la femme et la nature. Toi, en plus, tu as fait des études de naturopathie, donc d'autant plus, et tu as fondé cette école de naturopathie. Donc c'est vraiment un lien très puissant chez toi. Alors, je suis un peu embêtée par ta question. Je ne sais pas si la femme a un rôle plus que l'homme. Je pense que l'objectif maintenant dans cette entreprise de coopération, c'est d'arriver à s'éveiller les uns les autres, masculin, féminin, de faire alliance, de peut-être faire aussi ensemble vigilance, c'est-à-dire l'espace que je ne vois pas, si l'autre peut me le montrer parce que c'est dans ma zone grise, etc. Donc voilà, parce qu'en revanche, moi, c'est vrai que je suis pas dans le système de croyance que la femme va être plus dans le care que les hommes, par exemple. Elle l'est pour des raisons. Est-ce qu'on peut parler du féminin à l'intérieur de chaque être? Oui, absolument. On peut parler du... Voilà, exactement. Pour moi, ça serait plus... si la question est le féminin, qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Alors là, le féminin peut nous apporter... Alors moi, je suis tout à fait dans cette pensée. Donc ouais. Si tu as compris l'inverse, je rectifie. On parle vraiment de qualité dite féminine qu'on peut retrouver dans le masculin et chez les femmes et chez les hommes. Voilà. Et bien dans ces cas-là, ça va être quelque chose de l'ordre de... l'ouverture, quelque chose de l'ordre de l'accueil, de l'écoute,
de la puissance, hein, parce que de l'amour inconditionnel aussi, peut-être du courage, parce que moi je dis quand même que les femmes c'est des héroïnes, et là cette partie féminine de nous qui ne lâche pas, qui est déterminée, engagée jour après jour, j'honore vraiment cette partie-là. Mais oui, quoi, si on arrive à faire alliance de ces deux parts de nous, masculine et féminine, yin-yang peut-être même plus que masculine, féminine, dans ces cas-là, on a tout à y gagner pour un projet du vivre ensemble dans la joie. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la joie. En fait, on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'accueillir cette complexité de la polarité, quelle qu'elle soit finalement. Exactement, ouais. Au bout du compte. Exactement. Qu'elle s'appelle féminin, masculin, yin-yang, égo ou générosité, ouais. lumière ou ombre finalement. Exactement, exactement. Et sortir, oui, de cette dichotomie du monde pour s'ouvrir à tous les possibles et à toute la créativité. Pour moi, la phrase que tu viens de dire, que j'aime beaucoup, c'est vraiment ça qui met un peu le feu aux poudres de la créativité et qui va nous permettre ensemble de trouver des solutions qu'on n'imagine même pas aujourd'hui pouvoir inventer. Et ça va être formidable. C'est ça. Alors évidemment, dans un livre de sorcière, on parle de magie. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Et tu dis qu'aujourd'hui, tu confonds moins avec un certain folklore, même si tu aimes bien certains rituels qui font un peu plus folklorique peut-être. Mais tu dis que c'est important d'être aussi dans une forme de profondeur. J'ai toujours un chaudron et je fais toujours des rituels de magie et quoi pour moi qui sont vraiment c'est un travail sur l'énergie, mais j'ai pas envie de me cacher derrière la forme. Je pense qu'on peut faire un rituel de magie avec rien, avec aucun accessoire et avec voilà, c'est plus j'ai une envie de conscience avec un grand C. Et voilà. Et des fois, on peut avoir tout ce côté sorcière, magicienne, tout ça, comme c'est devenu un petit peu à la mode, un petit peu marketing, mais pas trop non plus. Mais voilà. Donc, j'ai pas envie qu'on confonde la forme et le fond. La forme, je l'adore, mais ce qui m'importe, c'est le fond. Et le fond, c'est vraiment l'alliance du visible et de l'invisible aussi. On en a quand même pas parlé. C'est-à-dire, moi, je considère que nous, êtres humains, nous sommes plus que cet être de chair et de sang que l'on croit être et qu'on est bien au-delà de ça. Et la magie, c'est essayer de travailler sur toutes les dimensions de notre être, conscient et inconscient, visible et invisible, ego et âme aussi, justement. Alors, tu parles d'un certain type de magie. Là, tu parles de la magie du chaos. Oui. Est-ce que tu peux dire un petit peu ce que c'est ? Alors, le principe de la magie du chaos, c'est pour ça que je l'aime bien, hein, c'est que c'est un principe de magie qui dit qu'on peut associer toutes les cultures magiques en même temps, quoi, toutes celles qui nous parlent, et qu'il n'y a pas forcément des règles du jeu à appliquer à la lettre. Donc voilà. Après, la magie du chaos, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Il y a des écrits très ésotériques où je serais bien incapable d'expliquer et même de m'approprier en profondeur. Mais vraiment, la première chose du chaos magique, c'est ça. C'est justement le côté kaléidoscope que je disais tout à l'heure par rapport à notre humanité. Bah, ils font un peu ça avec la magie. L'autre chose que j'aime beaucoup dans la magie du chaos, et je suis convaincue que c'est ce qu'on fait nous aussi en magie normale, c'est que on travaille quand même sur des états de conscience modifiés, élargis, peu importe, auxquels on va accéder rien qu'avec, en tout cas pour ma part, juste des techniques respiratoires et tout ça. On va pas utiliser ni des plantes ni des choses comme ça, mais que un acte magique est quand même un acte qui se pratique dans un état de conscience singulier, spécifique. Mais on fait la même chose, j'ai envie de dire, dans toute pratique magique. Mais même un cercle de femmes est une pratique magique pour moi. Oui, ou quand on chante, ou exactement. Même quand on marche dans la nature finalement. Oui, mais c'est quand même de dire, il y a un temps qui fait passage. C'est-à-dire quand on fait un cercle, enfin je sais pas toi, mais on ouvre le cercle et à la fin on ferme le cercle. C'est-à-dire qu'on dit juste en fait, c'est une manière de dire, je prends conscience que j'entre dans un espace qui est sacré pour moi, donc où je vais poser une parole, par exemple, dans laquelle je vais mettre de l'attention,
Voilà, c'est juste prendre en considération que cet espace-là, il n'est pas normal. Il est hors norme. Il est hors norme, mais en même temps, j'ai aussi la croyance, j'aime bien dire une chose et son contraire, mais j'ai pareil, pas de problème là-dessus. Je pense qu'on... C'est la magie du chaos, ça. Exactement. Mais je pense que on peut mettre du sacré dans tout et qu'on peut faire sa vaisselle dans le sacré et qu'on peut... Donc voilà, mais ça va être juste une question de niveau de conscience, en fait. Et oui. Moi, j'aime beaucoup, ça me fait penser, la magie du chaos, à ce terme de chaordique que j'adore, qui est vraiment cette idée qu'il y a une forme d'ordre dans le chaos. Voilà, qu'il y a quelque chose de relativement organisé et qui va dans un certain sens, même si ça n'en a ni l'apparence, ni l'air, mais que ça y va. Mais c'est exactement ce qu'on vit, non? C'est vraiment ce principe oriental du chaos pour l'harmonie. C'est que de toute façon, même dans la désorganisation, il peut y avoir une intention, même si cette intention, nous n'y avons pas accès. Et ça, j'adore. C'est ça. Et alors la magie verte, celle un peu des druidesses dans lesquelles je me reconnais, moi, en tant que bretonne et celte. Ah, tu m'étonnes. Ben, moi aussi, on va dire, c'est la magie qui est la plus proche de moi à la base. C'est-à-dire que je suis une fille des bois, je suis naturopathe, c'est-à-dire que les plantes, le travail de la terre, la connexion aux éléments sont fondateurs et fondamentaux pour moi. D'ailleurs, en magie, on parle des fondamentaux avec un grand F dans cette magie verte. Donc voilà, et effectivement, on va dire les 2/3 des rituels que je pratique, au moins, sont issus de la magie verte. Donc, c'est-à-dire en lien. Le mot magie verte, ça veut exactement dire ce que ça veut dire, c'est que c'est en lien avec la nature et en faisant usage d'éléments de la nature qui peuvent être les fondamentaux, donc l'eau, la terre, le feu et l'air, mais bien sûr toutes les plantes, ça peut être, je sais pas, des œufs, une peau de serpent qui a mué, quoi. Voilà, on va utiliser tout ce que la nature nous offre. Et j'ai envie de dire, même en milieu urbain, ça peut être un bout de béton, ça peut être quoi. Voilà, c'est faire avec cet environnement sur lequel on va s'appuyer et qui va prendre soin de nous. Tiens, donne-nous un petit rituel là pour l'automne, Odile, s'il te plaît. Un petit rituel pour l'automne. Alors, on va être. On a fait là des rituels justement pour rentrer dans l'automne où on va nourrir une pierre de tout ce qu'on veut laisser derrière nous. Donc ça veut dire tu peux juste la mettre sur ton cœur et faire que la pierre, elle va se charger de tes chagrins, de tes deuils, de ce que tu souhaites laisser derrière toi. Et tu le fais en allumant une bougie noire parce que c'est un rituel d'alchimie, de transformation. Et une fois que tu as fini ton rituel, tu vas mettre ta pierre dans un lieu d'eau. Voilà. Donc, où tu peux l'enterrer parce que la terre en hiver va aussi alchimiser les choses. Donc voilà, et ça peut être nous les rituels. Alors après, on va mettre de la musique, on va chanter, on va faire la fête, mais un rituel, c'est aussi simple que ça. Alors, en conclusion, on arrive à la fin de ce podcast. Odile, merci pour ce rituel. J'aimerais bien t'entendre un peu plus sur cet espace aussi autour de l'invisible et te faire réagir sur cette phrase de Viktor Frankl que tu as mis en introduction de ton livre. Et moi, je te propose de la commenter en conclusion. J'adore les écrits de cet homme. Qui est le père de la logothérapie. Et pour rappeler peut-être un petit peu son parcours, tiens, je te laisse le faire si tu veux. Alors, Viktor Frankl, tu me poses une colle parce que bon, je connais bien, mais j'aurais révisé si j'avais su. Bon, non, mais simplement Frankl, dire comment il a travaillé suite à son expérience. Oui, mais non, mais ça s'est passé dans l'autre sens en fait. Frankl travaillait déjà sur la résilience et sur comment finalement faire face à des événements traumatisants avant d'aller dans les camps de concentration, et quelque part la vie lui a fait faire les TP. Il a perdu sa femme, je crois, en camp de concentration d'ailleurs, mais c'est-à-dire que il part du principe. Il a travaillé sur le pouvoir qu'a l'être humain je voudrais pas déshonorer sa parole.
le pouvoir de transformation et de résilience de l'être humain, en fait. Oui, ce que j'ai compris, moi, c'est ça, c'est que il a constaté, en tout cas, dans les personnes qui n'étaient pas obligées, évidemment, d'aller à la mort, mais dans ceux qui attendaient quelque part, ceux qui s'en sont sortis étaient ceux qui avaient un projet pour l'après et donc qui avaient une forme de résilience par rapport à une espérance. Oui, chez Frankl, il y a la question du sens. En fait, Frankl, ce qui est fondamental chez lui, c'est la question du sens. C'est quel sens en tout cas, je le dis avec mes mots, hein, il l'a sûrement dit beaucoup mieux. Quel sens je choisis de donner à mon existence? Et lui, quand il a vécu l'expérience, donc il travaillait là-dessus, c'était déjà ses écrits avant l'expérience des camps de concentration. Et quand il était en camp, lui, il me semble qu'il a dit que, comme Primo Levi d'ailleurs d'une autre manière, mais je reviendrai pour témoigner de la capacité de l'être humain à transformer et transcender une telle expérience. Dans l'introduction de ton livre, tu dis entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace est notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Alors j'aime beaucoup, c'est extrêmement beau. Ça me fait des frissons partout, mais oui. Et non, mais en plus je trouve que c'est vraiment important de se rappeler ça maintenant. Quand je sens là, donc dans une ville comme Paris, l'agressivité des gens. Et genre hier je me suis fait agresser par des gens, mais pour un truc le monsieur a cru que j'avais bousculé sa femme et sa femme lui dit mais non, elle ne m'a pas touchée, laisse-la. Et je me suis dit, j'ai quoi comme peau? En plus, il me dit ça en disant, elle est folle, cette nana, elle a touché ma femme. Et moi, j'ai pas répondu. Et je me dis, tiens, là, j'ai la possibilité, soit je l'insulte plus fort qu'il m'a insulté, soit je rentre dans un autre espace qui est d'empathie, d'attention et de ma liberté. C'est ça. Alors merci infiniment Odile Chabriac. On peut retrouver ton livre Sortir des bois, manifeste d'une sorcière d'aujourd'hui aux éditions Tana. Il y avait Femmes qui courent avec les loups. Maintenant il y a Sortir des bois, vraiment un livre fondateur et très important. Je vous recommande évidemment vivement de sortir vite des bois pour aller le trouver chez votre libraire préféré. Vous y lirez à travers ces lignes le puissant sortilège de la transformation de soi et du monde. Odile, merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.